Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette émission. Pendant 1 heure, nous allons survoler une actualité politique. Mais une actualité qui se résume tout simplement à des faits réels. Nous parlerons de politique internationale, surtout panafricaine. Nous allons parler de l'économie ainsi que du tourisme parce que nous profitons toujours à travers cette émission de vous montrer les très beaux paysages de nos pays africains. Je suis Constieka. Dans cette émission, on parlera du Congo, de la Côte d'Ivoire aussi, à quelques mois simplement des présidentielles. On ira aussi au Cameroun, nous irons au Sénégal. Surtout, nous ferons un grand format relié surtout sur les activités, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Restez des nôtres. Parlons déjà de diplomatie au Cameroun, ce pays présidé par son Excellence Paul Biya. Et reportage, l'équipe de Sine Ousmane Coulibaly avec la complicité de Marcel Bassolé. C'est en France et à Paris principalement, sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, le 8 mai 2025, jour férié en France, comme pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des cérémonies en hommage aux victimes et vétérans. C'est alors qu'en présence du ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la Défense, M. Joseph Betty Assoman, aux côtés de M. Emmanuel Macron, président de la République française, que les bottes de l'armée camerounaise ont résonné sur les pavés de la célèbre avenue française, les Champs-Élysées à Paris, mêlés ainsi à la musique principale des armées du Cameroun. Comme pour attester les bonnes relations franco-camerounaises, l'armée camerounaise vêtue de vert rose-jaune a rayonné sur la plus belle avenue française, les Champs-Élysées à Paris, en présence du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, M. Betty Assoman, aux côtés du président français, M. Emmanuel Macron. Retour en Côte d'Ivoire, ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la CGEC, Académie 2024 à Abidjan. Comme toujours, l'équipe de reportage de CNN Télévision était présente au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette équipe dirigée par Ousmane Coulibaly et Lévi Vaunan avec la post-production de Marcel Bassolé et la voix de Charlotte Abdoulaye.
Dans la matinée du 25 novembre 2024, le Gotha politique ivoirien et les responsables des institutions étaient tous réunis au Palais des Congrès du Sofitel Ivoire pour cette 12e édition du CGECI. Arrivé à 9h45, il est 10h lorsque ce beau parterre de personnalités politiques et économiques ivoiriennes et africaines aperçoit sur les écrans géants installés de part et d'autre de l'auditorium du Palais des Congrès l'arrivée de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, par sa présence, a donné toute la solennité à l'événement qu'il a présenté le lundi 25 novembre 2024 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, à savoir la cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition de la CGECI Academy. La CGECI Academy est un forum économique de référence qui rassemble depuis 2012 en terre ivoirienne les acteurs majeurs de l'économie africaine, essentiellement du secteur privé. Les services ont connu une croissance certaine ces dernières années, mais leur potentiel largement sous-exploité se concentre sur des activités à faible valeur ajoutée. Ce forum permettra d'identifier les activités porteuses et de définir les stratégies nécessaires afin de développer cette industrie capable de créer de la valeur ajoutée, soutenir le développement, réduire le chômage et améliorer la résilience économique aussi bien de la Côte d'Ivoire que du continent. Pour cette édition, la 12e du genre, l'industrie des services occupe une place centrale dans les échanges, offrant des produits immatériels répondant à des besoins spécifiques. La cérémonie qui nous rassemble ce jour revêt donc une importance particulière en ce qu'elle porte une thématique d'actualité pour l'Afrique, à savoir quelle industrie de services pour stimuler la performance des économies africaines. L'industrie des services constitue donc un levier clé pour la performance des économies africaines. En renforçant son infrastructure numérique et en investissant dans le capital humain et dans ce secteur, l'Afrique pourra améliorer ses indicateurs économiques et se positionner comme un acteur majeur de l'économie mondiale. L'objectif de la CGECI Academy 2024 est d'améliorer l'industrie des services en Côte d'Ivoire. Ainsi, le thème central de la présente édition était « Quelle industrie de services pour stimuler la performance des économies africaines ?» Address critical issues, including the role of trade in improving living standards and employment, the concept of reglobalization, opportunities for Africa in services and trade, digital trade, sustainable investment, and last but not least, the role of trade in combating climate change. Des mots soutenus par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, invitée spéciale de cette 12e édition, qui a d'ailleurs animé le panel inaugural de la cérémonie d'ouverture. Elle a souligné l'importance pour le continent africain de se focaliser davantage sur le domaine des services étant donné son potentiel pour attirer une main-d'œuvre considérable et favoriser la création d'emplois. Intervenant à cette occasion, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président de la République, M. Tiemoko Meïle Koné, a indiqué que la présence du chef de l'État à ces cérémonies témoigne une fois de plus de son engagement constant en faveur du secteur privé et illustre le rôle prépondérant de ce secteur dans sa vision du développement de la Côte d'Ivoire. Le forum qui nous rassemble aujourd'hui nous offre donc une précieuse opportunité pour échanger et partager les expériences des différents pays sur l'ensemble de ces aspects, afin et surtout de tirer parti des pratiques ayant démontré leur efficacité. La présence qualitative d'experts de tout horizon à cette édition permet de croire que les réflexions fructueuses et les débats enrichissants viendront certainement renforcer la contribution de l'industrie des services à la compétitivité des différentes branches des économies d'Afrique. Ces initiatives ont permis de redynamiser l'économie ivoirienne avec un taux de croissance moyen d'environ 8% par an au cours de la dernière décennie, faisant de la Côte d'Ivoire la 9e économie du continent africain et la 2e de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria.
C'est alors que le président de la République de Côte d'Ivoire a procédé à la coupure symbolique du ruban, inaugurant de facto la visite des stands pour le grand bonheur des exposants qui se sont vus honorés par la présence et la joie affichée du président de la République et de tous les participants de cette 12e édition. Après cette visite des stands, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a ensuite regagné le palais présidentiel sous les au revoir du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, et de la présidente du Sénat, la vénérable Kandia Camara. L'équipe de reportage de CNN Télévision, qui a suivi ensuite la visite des stands par les personnalités politiques et économiques présentes, a recueilli pour vous la satisfaction et les impressions de certains participants. Ça fait la 4e fois que nous participons à cette année. Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à notre stand. Donc nous lui avons présenté Petro-Ivoire. Petro-Ivoire qui est la première entreprise ivoirienne de distribution de produits pétroliers en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Petro-Ivoire, c'est plusieurs activités, plusieurs services à notre actif. Nous avons le gaz, le carburant et nous avons aussi un centre d'entretien qu'on appelle le centre d'entretien Point S. Une cérémonie d'ouverture qui a répondu à toutes les attentes et on est prêt à continuer pour les 2 jours qui restent à venir. À l'unanimité, on ne peut que dire que nous sommes très honorés, très flattés d'avoir vu la participation du président de la République, du vice-président de la République, de tous les présidents d'institutions. Et c'est un hommage mérité car à sa 12e édition, la CGC Academy ne fait que grandir en notoriété, en qualité et tout en cernant de manière très précise et de manière inclusive les problématiques du secteur privé. Je pense que le président Cissé, qui est le président actuel du patronat ivoirien, a une vision et surtout il a une réelle volonté de développer des champions nationaux. Il s'y emploie et donc je suis extrêmement fière d'avoir participé à cet événement aujourd'hui. Cette cérémonie s'est très bien déroulée, très bien organisée, avec le professionnalisme des organisateurs. On a également apprécié la visite du chef de l'État qui personnellement a tenu à être là. Et on garde de très bons souvenirs. On espère que cette cérémonie va continuer à bien se dérouler. Vivement la 13e édition pour la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Et oui, on parle de ces filles, on parle des logements. Vous voyez que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, inspiré par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est mis complètement au diapason de tous ceux qui parlent peu et agissent. Et nous avons des yeux pour regarder ce qui se fait de mieux pour le bonheur de nos populations. On reste toujours en Côte d'Ivoire et la Société internationale financière en sigle SFI débloque environ 16 milliards de francs CFA pour 5600 logements sociaux. Voilà ce qui donnera tort à tous qui parlent, à tous qui médisent, à tous qui disent des choses sans avoir la réalité de ce qui se fait. Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vaughan, Marcel Bassoli, Janineta. Grâce à un prêt de 27 millions de dollars, soit environ 16 milliards de francs CFA accordés par la Société internationale financière, la Côte d'Ivoire a fait un pas décisif dans sa politique de logement social. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mombé, a présidé la cérémonie de signature d'une convention de financement entre la Société financière internationale, filiale du groupe Banque mondiale, et la société à Doha, Côte d'Ivoire, filiale du promoteur immobilier marocain Douja Promotion Group à Doha, pour la réalisation de 5600 logements socio-économiques en Côte d'Ivoire. Ce partenariat vise à renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur du logement en Afrique. C'est aussi un excellent exemple de la manière dont les entreprises marocaines, comme à Doha, exploitent leur avantage concurrentiel pour stimuler le développement et la croissance économique du continent africain. La SFI reste engagée à renforcer ce partenariat et ce partenariat avec Côte d'Ivoire pour améliorer l'accès au logement pour les ménages à faibles et moyens revenus. Cette démarche constitue un progrès significatif en matière d'accès au logement pour les foyers à faible revenu. Pour le groupe Adoa en Côte d'Ivoire, cet accord de partenariat reflète une volonté manifeste de proposer des logements de qualité à un prix accessible. La Côte d'Ivoire, un pays avec lequel le Maroc a toujours
était liée par des relations de fraternité, et ce dans tous les domaines. Une coopération portée par deux grands leaders, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Pour notre part, nous avons adopté un modèle de coopération qui repose sur les valeurs de la solidarité, de la complémentarité et de l'ambition commune pour l'émergence du continent africain. Notre ambition est résolument d'accélérer le rythme de réalisation de nos programmes immobiliers et de permettre à chaque Ivoirien, dans chaque localité d'Abidjan, de trouver rapidement la résidence qui répond à ses besoins. Ce projet stimule l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, de la fabrication des matériaux à l'évolution des infrastructures en passant par la génération d'emplois locaux. Un engagement salué par de nombreux membres du gouvernement. Dans le même esprit, M. Robert Begré Mambé, Premier ministre et chef du gouvernement, a mis en exergue l'importance de cette collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Cette convention est le fruit d'une vision forte et cohérente portée par son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, qui nous a confié une mission très claire, offrir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens un cadre de vie décent, accessible et durable. L'accès au logement est un enjeu fondamental qui touche à la justice sociale, à la stabilité familiale et à la prospérité économique. Ce n'est pas simplement un projet de construction, c'est une transformation en profondeur de notre environnement urbain et de nos conditions de vie. Ce financement est un signal fort qui reflète la confiance des institutions financières internationales dans le potentiel du secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour vous parler de ce Africa CEO Forum qui a été une réussite sur tous les plans. Attraction et présence de nombreuses personnalités politiques africaines, internationales. Bref, on va s'attarder un tout petit peu sur le premier panel qui a vu la participation de nombreux chefs d'État, à savoir celui de l'Afrique du Sud, du Rwanda. Et en Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a été représenté dignement par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meïlé Koné. Reportage depuis le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, ce CEO Africa CEO Forum 2025. Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Trois chefs d'État et le vice-président ivoirien M. Tiemoko Meïlé Koné, représentant son Excellence Alassane Ouattara, ont participé à un panel de haut niveau à l'Africa CEO Forum 2025. Cet exercice oratoire visait à rassurer les acteurs africains de l'entrepreneuriat sur la réussite de l'intégration économique, politique et commerciale en Afrique. Son Excellence Cyril Ramaphosa, d'Afrique du Sud, première puissance économique du continent, a apporté une première réponse. Il faudra mettre en place des projets d'infrastructures qui aideront donc le secteur privé à continuer à aider le secteur public. Et ces projets d'infrastructures doivent être construits, doivent être mis en place, doivent être pensés, doivent être rédigés clairement, réellement, grâce à un réseau très clair, avec aussi l'idée et l'accompagnement du secteur public. Le secteur public doit arriver comme le partenaire de confiance du secteur privé. Et le secteur privé doit aussi comprendre que le secteur public est la clé qui régit bien sûr l'avancement et le développement du continent africain. Reconnu pour sa manière de parler librement sans contrainte, exprimant le fond de sa pensée, le président rwandais, son Excellence Paul Kagame, a exhorté les Africains à défendre leur souveraineté face à la certitude économique mondiale. Il faut qu'on se rende compte du potentiel de notre continent et réaliser donc que ce potentiel-là peut nous emmener loin et que c'est une réalité et qu'on n'a pas forcément besoin d'autres apports extérieurs pour pouvoir se développer en tant que continent. Une Afrique unifiée permet également aux entrepreneurs africains d'effectuer des investissements facilement dans tous les pays du continent. À ce propos, son Excellence Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie souligne le choix stratégique de la Mauritanie d'établir une coopération forte avec le secteur privé dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, le secteur privé a désormais la possibilité d'intervenir en tant qu'autoproducteur de ses besoins en énergie et de vendre le surplus à la compagnie publique d'électricité à travers des éléments clés qui favorisent le développement des IPP, comme le nouveau code de l'électricité, la nouvelle loi PPP, le pacte énergie compact,
le code de l'hydrogène vert. Selon M. Tiemoko Mele-Kone, vice-président de la Côte d'Ivoire et représentant son Excellence Alassane Ouattara, l'émergence du secteur privé africain repose sur une condition unique, une gouvernance stricte. Si la gouvernance est bonne et que les entreprises, ou en tout cas le secteur privé, arrivent à se retrouver, les performances seront obligatoirement bonnes et c'est ça qui est recherché. La bonne gouvernance qui va vers ce que le secteur privé a besoin d'avoir comme signe, comme valeur, comme besoin, et cela peut permettre d'aller le plus loin possible dans les résultats qui sont recherchés. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mele-Kone, a également profité de cette tribune pour promouvoir le plan national de développement de Côte d'Ivoire, qui est un puissant emblème de partenariat entre le secteur public et le secteur privé en faveur de la métamorphose que subit la Côte d'Ivoire depuis près de 15 ans. Je suis Waris Moulenda Fatombi, chef du département communication de l'autorité administrative de la zone d'investissement spécial de Nkok au niveau du Gabon. Alors nous participons à la 12e édition d'Africa CEO Forum, simplement parce que c'est un rendez-vous qui permet de mettre en place des connexions avec bien sûr les différents pays d'Afrique, mais également les CEO du monde entier, présenter pour ce qui est du Gabon des projets structurants, présenter les orientations stratégiques du gouvernement en matière d'attractivité des investissements, en matière de développement également du pays à travers un label qui s'appelle Invest in Gabon. Donc nous sommes ici pour rencontrer d'autres décideurs du continent pour pouvoir mutualiser les efforts, mutualiser les énergies et repenser le développement économique de l'Afrique. Nous nous sommes rendus compte que CEO africain est un endroit où les décideurs se retrouvent et donc il y a des opportunités. Si nous revenons aujourd'hui, c'est que les expériences antérieures ont été positives et donc nous sommes là aujourd'hui et je peux dire que nous ne sommes pas déçus. Le CEO Forum, il apporte ceci que c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre entre des autorités, donc des pouvoirs publics et des acteurs du secteur privé. Et aussi un lieu de rencontre entre les acteurs du secteur privé eux-mêmes. Et surtout, pour un groupe comme NCA, c'est un lieu de rencontre où on peut avoir la possibilité de converser avec des institutions internationales, des bailleurs de fonds internationaux, toute structure qui peut permettre d'avoir des moyens de développer notre groupe. C'est un riche panel que nous avons animé tout à l'heure avec nos co-débatteurs. Il faut noter, comme je l'ai dit, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte qu'on saisisse l'opportunité de l'économie numérique pour booster nos économies. Je le dis, de 2020 à aujourd'hui, le nombre de FinTech est passé de 450 FinTech à 1263. Et notez que la Banque européenne d'investissement dit que 70% des transactions de mobile money dans le monde sont portées par les pays africains. Le CEO Forum, c'est le rendez-vous incontournable du monde entrepreneurial. Nous, en tant que représentants de Huawei, on est très ravis d'être là pour réaffirmer notre volonté à investir en Afrique et bâtir les infrastructures. Alors aujourd'hui, ce qui a été mentionné surtout par le président Ouattara, c'est le New Deal, c'est le partenariat public-privé et c'est une vision à laquelle nous on adhère à 100% parce que nous on croit à la notion d'écosystème parce que chacun il doit assumer sa partie. Le gouvernement va mettre en place un écosystème propice à l'investissement, le secteur privé va investir, les jeunes à travers les startups ils vont contribuer aussi et nous on va bâtir notre côté chez Huawei, les infrastructures, on va former les jeunes et soutenir les startups pour que l'écosystème soit complet. Comme tout le temps, c'est le lieu où les entreprises africaines se rencontrent, où les énergies se font, où la valeur a un sens.
C'est l'endroit où on a la possibilité de faire des affaires, de se négocier. Et puis c'est un événement qui est exclusivement destiné au secteur privé, ce qui est très rare sur le continent africain. Donc tous les ans, je ne rate pas ce forum absolument précieux, utile pour le continent africain, utile pour les économies africaines et la croissance africaine. Les entreprises, ils font de belles rencontres, de beaux dossiers, de beaux projets sont noués là. Et donc, évidemment que c'est un événement auquel nous sommes tous attachés et auquel nous tenons beaucoup. La diplomatie sénégalaise se porte bien. L'attraction du Sénégal touche la planète. En témoigne cet autre élément et cette visite et la réception du président de la République sénégalaise, Diomaye Faye, à Dakar. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu une délégation d'entrepreneurs internationaux. Janine Etta, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. Ce mardi 1er avril 2025, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu au palais présidentiel une importante délégation d'entrepreneurs internationaux établis au Sénégal depuis 2014. Cette rencontre s'est déroulée en présence du docteur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Parmi les entreprises représentées figuraient notamment les groupes français Decathlon et Auchan qui ont confirmé leur engagement à poursuivre leurs investissements dans le développement des chaînes de valeur au Sénégal. Un entretien très positif. On a eu la chance de rencontrer le président de la République. Nous sommes une délégation d'entrepreneurs au Sénégal qui investissons depuis 2014 dans le pays pour rendre accessible le plus grand nombre d'articles aux Sénégalais. Et donc on travaille bien sûr avec deux belles enseignes très connues qui s'appellent Auchan et Decathlon. Et donc avec le président de la République, nous sommes allés le remercier de ses actions, de permettre une stabilité pour des investisseurs comme nous. Et donc on a travaillé sur le partage de la valeur, comment trouver la meilleure valeur de la chaîne entre les producteurs et puis les distributeurs. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous nous sommes engagés à regarder tous les travaux qui étaient déjà réalisés par les ministères sur ce sujet-là. Sur la production de chaînes de valeur, sur l'agriculture, eh bien, on est un acteur évident pour pouvoir partager ça. Ensuite, accompagnement de la formation de la jeunesse pour pouvoir rendre accessibles les emplois, donc continuer nos développements pour pouvoir proposer également de trouver du travail, et du travail dans lequel on trouve son utilité. Donc oui, sur la formation, l'accompagnement de la jeunesse. Cette rencontre intervient dans un contexte de redynamisation économique du Sénégal où le gouvernement cherche à attirer davantage d'investissements étrangers tout en favorisant le développement d'un tissu entrepreneurial local solide. S'il est bien vrai que dans cette émission, on parlera énormément de la Côte d'Ivoire, rien de plus normal de faire un tour du côté de la Teranga. Et là-bas, nous allons parler des activités de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait une déclaration à son retour d'Addis Abeba en Éthiopie. Reportage Gozo Richard, Janine Etta, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Du 13 au 15 février 2025, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a assisté à la 38e section ordinaire de l'Union africaine. De retour à Dakar, le chef de l'État a fait un récapitulatif de son voyage à Addis Abeba et a fait le point sur la publication de l'audit du rapport des finances publiques par la Cour des comptes. C'est un rendez-vous important pour l'intégration africaine et l'unité entre les peuples de notre continent. J'ai participé pour ma première fois et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues chefs d'État et de gouvernement qui m'ont très bien accueilli. Et le thème qui a été débattu cette année, qui est relatif au retour et à la réparation dont doit profiter l'Afrique au regard de son histoire, entre bien évidemment en droite ligne de ce que nous avons fait l'année dernière au Sénégal, à savoir la commémoration du massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944. Cela veut dire que le Sénégal inspire
Et cela veut dire que le Sénégal représente un phare sur le plan de la démocratie et du respect qu'il est donné par tous les peuples d'Afrique. Et cela a apparu dans les échanges entre mes collègues et moi et dans l'accueil dont j'ai pu profiter pendant mon séjour à Addis Abeba ainsi qu'à ma délégation. On en a profité aussi pour promouvoir la candidature du concitoyen Amadou Hott, qui, comme vous le savez, est candidat à la Banque africaine de développement. Nous considérons qu'au regard de son parcours en tant qu'ancien ministre de l'économie et de la coopération, en tant que personne qui a installé le Fonds d'investissement stratégique souverain du Sénégal et qui a été le premier à le diriger, au regard de son expérience bancaire dans le secteur privé pendant des décennies, qu'il a le profil qu'il faut pour diriger la Banque africaine de développement qui est extrêmement importante dans le dispositif du financement des économies africaines. Et les échanges que j'ai eus avec beaucoup de chefs d'État consistaient à présenter officiellement la candidature du compatriote et à leur demander non seulement de la soutenir, mais de la plaider aussi au niveau de leurs homologues africains. Je veux distinguer d'abord l'exercice de ce que l'exercice a révélé. L'exercice consistait à faire le point sur les finances publiques du pays telles que nous en avons hérité. Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulions juste le faire. Nous l'avons fait parce que c'était une obligation légale. Et je rappelle, s'il en était encore besoin, que j'ai levé la main devant le peuple sénégalais et devant Dieu, et j'ai juré de respecter la loi et de la faire respecter. La loi qui date de 2012, qui porte Code de transparence dans la gestion des finances publiques au Sénégal, qui est d'origine communautaire mais que nous avons internalisé, m'oblige, en tant que chef d'État nouvellement élu, de faire la situation des finances publiques, d'une part, ce qui a été fait par l'IGF, et de prendre le résultat et de le donner à la Cour des comptes en tant qu'organe indépendant vis-à-vis du gouvernement aux fins de certification. La Cour des comptes a procédé à cet exercice et a rendu public le rapport comme l'y oblige aussi la loi. Sous ce rapport, ce n'est ni un miracle, ni une prouesse. À la limite, c'est un exercice qui désormais, tant que cette loi-là existe, doit relever de la banalité. Et les Sénégalais seront de plus en plus informés de la situation de leurs comptes publics qu'ils nous ont confiés en tant que gouvernement. Par rapport maintenant à ce que cette audit a révélé aux yeux des observateurs qui nous ont suivis depuis au moins 2018, ils ont dû se rendre compte que depuis 2018, nous avions alerté sur la trajectoire que prenaient les finances publiques au Sénégal, notamment sur le plan du dépassement des ressources externes. Après mon élection, avant même que je ne prête serment, j'avais reçu certaines personnes qui avaient des responsabilités dans le pays pour parer au plus pressé par rapport aux urgences, voir quel était l'état des comptes. De ces échanges, il était apparu que le terme dette cachée était sorti. Quand on a demandé, on nous a expliqué de quoi il s'agissait. Et dans le cadre de ces échanges aussi, la loi de 2012 portant code de transparence dans la fonction publique a été évoquée, comme pour nous rappeler que nous en avions l'obligation. Nous en avons tiré toutes les conséquences et nous avons procédé à l'audit. Je disais qu'en 2018, déjà, nous avions écrit aux institutions de Bretton Woods, au ministre de l'économie et des finances de l'époque, pour tirer la sonnette d'alarme sur la trajectoire catastrophique qui était en train de prendre nos finances publiques. Ni le gouvernement, ni les partenaires ne nous avaient écoutés. Et la situation est là aujourd'hui, nous la vivons. Elle dénote ou révèle des pratiques qui sont aux antipodes de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Par devoir, nous en avons informé. Notre mandat principal est le seul, à savoir le peuple sénégalais. Ce à quoi nous nous attelons très rapidement, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui ont été notés. Il s'agit de réformes qui vont intervenir le plus rapidement possible
pour éviter qu'à l'avenir, des gouvernants irresponsables puissent faire la même chose. Ça, il est de notre responsabilité de l'empêcher pour le futur. Évidemment, vous en conclurez que jamais je ne procéderai comme ça dans ma gouvernance. L'autre problème, c'est que ça nous donne l'information complète sur l'ampleur des défis que nous sommes appelés à relever et sur les difficultés auxquelles, en tant que gouvernement, nous devrons faire face pour trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, et nous en sommes conscients. Cette responsabilité, nous l'assumerons pleinement. Sous ce rapport, je demande aux Sénégalais de nous faire confiance. Que midi, matin et soir, nuit et jour, nous sommes justement dans la recherche de ces solutions. Et c'est aujourd'hui plus que jamais que je demeure optimiste que des solutions seront trouvées. Ces difficultés sont réelles, mais nous les transformerons en opportunités. Quand on parle de Libreville et quand il faut qu'on quitte Libreville, on marque toujours une pause pour parler de notre partenaire officiel qui est une oasis prête à former de nombreux Africains pour les mettre sur le marché du travail. L'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Nous allons quitter Libreville un tant soit peu pour le pays du président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a une obsession particulière, c'est apporter du bonheur aux Congolais. Et les Congolais en sont fiers. Et le président congolais Denis Sassou Nguesso, du côté du Congo, c'est-à-dire Brazzaville, suit de près les activités diplomatiques. Et c'est ainsi que le chef de la diplomatie congolaise a reçu les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo, dans le pays du président Denis Sassou Nguesso. Le reportage Gérard Richard, assisté de Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, M. Jean-Claude Gakoso, a reçu tour à tour le lundi 2 juin les copies figurées des lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs accrédités en République du Congo. Il s'agit de M. Mesfin Gebre Mariam Chao, ambassadeur désigné de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le diplomate éthiopien a évoqué avec le chef de la diplomatie congolaise, M. Jean-Claude Gakoso, les perspectives de coopération dans plusieurs domaines, notamment énergétique avec le développement du commerce entre le Congo et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. La priorité sera renforcer la relation entre l'Éthiopie et la République du Congo dans plusieurs sens, qu'elle va réviser avec des autres ministères les accords qu'ils ont déjà mis en place et vraiment mettre en action tous ces accords.
Sur le plan économique, il voulait augmenter la coopération entre les deux pays. Pour des raisons similaires, le chef de la diplomatie congolaise, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, M. Jean-Claude Gakosso, et l'ambassadeur désigné de la République du Sénégal, M. Ousmane Diop, ont réaffirmé leur volonté de consolider les liens historiques et fraternels qui existent entre les deux nations après la remise officielle de ces lettres d'accréditation. La République du Congo, un pays qui entretient avec le Sénégal d'excellentes relations d'amitié conviviale, de coopération fructueuse qui aujourd'hui porte dans beaucoup de domaines, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur. On va également œuvrer à renforcer la coopération dans d'autres domaines, que ce soit l'énergie, que ce soit la santé et que ce soit la construction, mais également travailler à rapprocher les secteurs privés des deux pays, faire en sorte que les opportunités d'investissement qui sont au Congo puissent profiter au secteur privé sénégalais et vice-versa. Cette double réception illustre la volonté de la République du Congo de maintenir et renforcer ses relations diplomatiques avec ses partenaires africains avec lesquels il partage des valeurs communes pour un monde juste fondé sur la paix et la solidarité. La Côte d'Ivoire, pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, qui veut du meilleur, le meilleur pour tous ses compatriotes et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et dans ce pays, l'actualité est dense et vraiment pour le bonheur des Ivoiriens. Le jeudi 6 mars 2025, le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire était à l'heure de la diplomatie internationale. Son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, a reçu la présentation des lettres de créance de nombreux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Nous commençons par les Nations Unies. Son Excellence Madame Hélène Ganga, coordinatrice et résidente des activités du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a été reçue par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et s'est ensuite entretenu au point de presse à la présidence de la République face aux télévisions nationales et internationales. CNN et CWeb Info, dirigés par Ousmane Koulibaly et Edith Vonan, étaient présents. J'ai eu l'insigne honneur de présenter mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Je l'ai remercié pour l'insigne honneur qu'il a fait d'accepter ma nomination, mais également j'ai exprimé ma gratitude pour son soutien et sa confiance au système des Nations Unies. J'ai également souligné et les remercier pour la parfaite collaboration entre le système des Nations Unies et la Côte d'Ivoire, parfaite collaboration qui repose sur un certain nombre de valeurs et notamment la paix, le développement durable pour le bien-être des populations. Et nous aurons à cœur, dans notre prochain cadre de coopération, de pousser le plus possible pour l'atteinte des ODD à horizon 2030, et donc en prenant en compte tout ce dont je viens de vous parler, et notamment vraiment les questions de capital humain, parce que aucun développement ne peut se faire évidemment en laissant des personnes de côté. Ensuite, ce fut au tour de son Excellence Ngoma Kubo Junji, ambassadeur de la République du Japon en Côte d'Ivoire. Le Japon, un grand pays, un pays qui fait des merveilles. On sent l'attractivité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans le milieu international. Et ceci grâce aux presses du président de la République qui voit son pays attractif et apprécié par tous. Son Excellence M. Ngoma Kubo Junji, ambassadeur de la République du Japon, a été reçu par son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire et ensuite a tenu un point de presse face aux médias nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire est un pays qui joue un rôle très important dans tous les domaines de l'Afrique. C'est pour ça que le Japon est un partenaire de développement traditionnel de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à maintenant, on a apporté le soutien, l'aide dans le domaine investissement économique
et aussi secteur social tel que la santé et l'éducation, et aussi développement de l'agriculture et de la pêche. Et maintenant, le domaine de la sécurité est aussi très important. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets pour l'enforcement de la police, par exemple, et aussi construction de la société civile résiliente. Ensuite, ce fut au tour de son Excellence M. Pavel Bilek, ambassadeur de la République tchèque. Cette république qui a décidé aussi d'avoir un ambassadeur résident en Côte d'Ivoire, qui s'est entretenu avec son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, et ensuite a tenu un point de presse. Je suis particulièrement heureux ce matin parce que cette cérémonie de présentation de mes lettres de créance est un moment historique pour moi-même et pour mon pays, parce que cela symbolise plus de 40 ans de coopération, de relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous avons des liens historiques, notamment dans l'initiative accomplie par M. Bolti, qui pendant 30 ans a œuvré à présenter la bonne image de la Côte d'Ivoire à travers le monde, et cela a contribué notamment à renforcer la coopération entre nos deux pays. Autour de son Excellence Madame Rosemary Mbambazi, ambassadeur de la République du Rwanda en Côte d'Ivoire, qui s'est entretenu avec son Excellence le Président de la République. C'était la remise des lettres de créance au Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Ensuite, elle a elle aussi respecté la presse nationale et internationale présente et a accordé un point de presse. Je suis particulièrement heureux ce matin parce qu'il m'a été donné de rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire. À lui, j'ai transmis le message de son frère, le président de la République de Rwanda. Ils sont amis, ils sont frères. Ils ont eu l'occasion de signer plusieurs accords et de coopérer pendant plusieurs années, notamment dans le domaine d'un protocole d'accord concernant les exemptions de visa, aussi dans l'organisation d'une commission mixte. Dans le cadre des relations bilatérales, nous essayons de renforcer les accords qui existent dans le domaine aérien, notamment pour faciliter le retour de Rwanda Airlines, parce que cette compagnie existait et desservait la Côte d'Ivoire avant la Covid-19. Malheureusement, les vols ont cessé, et donc nous espérons qu'à travers cet accord aérien, les vols vont reprendre entre Kigali et Abidjan. Aussi, nous souhaitons renforcer la coopération entre la jeunesse, parce que nous estimons que le Rwanda a pour force la jeunesse et la Côte d'Ivoire aussi. Et pour boucler cette journée très chargée pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ce fut au tour de l'ambassadeur de la République de Slovaquie, son Excellence M. Thomas Félix, ambassadeur de la République de Slovaquie, qui lui aussi a été reçu par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Ensuite, comme ses prédécesseurs, a tenu un point de presse face aux médias internationaux, parmi lesquels CNN et CWeb Info. Je viens de présenter mes lettres de créance au Monsieur le Président, et on a discuté courtement sur nos relations bilatérales, surtout dans le domaine économique. Le domaine le plus intéressant, c'est agricole, parce que la Slovaquie importe bien sûr le cacao et le café de Côte d'Ivoire. Nous importons des machineries, des voitures, et on a encore discuté pour les possibilités d'élargir l'échange économique dans le domaine pharmacologue, mais c'est encore à vérifier et décider où sont les possibilités les autres. Toutes ces lettres de créance présentées par ces nouveaux ambassadeurs, c'était le jeudi 6 mars 2025 au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, c'est un ballet politique, ça vient de partout. Pourquoi? Une seule raison, la Côte d'Ivoire est bien gouvernée et tout se passe bien pour le bonheur, 1, des Ivoiriens, bonheur 2, de l'Afrique.
et de montrer qu'en Afrique, on sait faire des choses quand on fait confiance à nos leaders. Sous l'œil avisé d'Ousmane Coulibaly depuis le palais présidentiel, avec la complicité sonore de Séverin Tchatchoua et en post-production, Marcel Bassolé. Ce lundi 4 août 2025, le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire fut à l'heure de la célébration de la Journée nationale de l'excellence, couronnée par la cérémonie de remise des prix d'excellence 2025, en présence des membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, de la presse nationale et internationale dont CNN et CWeb Info, tous dans la salle des pas perdus de la présence de la République qui était en son comble. L'entrée remarquée de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, aux côtés du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, précède l'entrée dans la salle des pas perdus de la présence de la République du chef de l'État ivoirien, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Comme en pareille circonstance, il a salué la présence de tous et de manière personnelle, avec par moments un gentil mot à l'endroit de certains. C'est alors qu'après cet aquaba personnalisé, place à la bidjanaise. Puis le maître de cérémonie a invité sur le pupitre le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, qui a pris la parole. Excellent Monsieur le Président de la République, les lauréats de cette 12e édition de la Journée nationale de l'excellence sont tous unis par un dénominateur commun, à savoir le choix de l'excellence comme itinéraire personnel. En récompensant aujourd'hui leur contribution remarquable au développement de notre pays, nous réaffirmons notre soutien à vos efforts en faveur de la construction d'une société de mérite. Au terme des travaux, les comités techniques n'ont pas pu dégager le consensus nécessaire pour décerner 13 prix, matérialisant ainsi la rigueur d'analyse et de responsabilité dans le processus de sélection. Les lauréats que nous avons l'honneur de vous présenter à cette édition 2025 comprennent 40 personnes physiques et 34 personnes morales. Place à la remise du prix d'excellence 2025 par le chef de l'État ivoirien en premier pour le grand bonheur des lauréats 2025. Ensuite, ce fut au tour de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, heureuse de voir tous ces jeunes et brillants Ivoiriens recevoir ces prix mérités, dont la première pilote ivoirienne, commandant de bord sur Boeing 767, qui, rappelons-le, est pionnière de l'aviation civile africaine et ivoirienne. Puis ce fut au tour du Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, de participer et congratuler le nec plus ultra de l'excellence ivoirienne en cette année 2025. Certains méritants ont reçu leur prix des mains du haut représentant du chef de l'État ivoirien, M. Gilbert Kony-Kafana, du président du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Camara, du grand chancelier de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Coulibaly, de M. Adama Tonkara, médiateur de la République, du président du Sénat ivoirien, Mme Kandia Camara, ainsi que de remises faites
suite aussi par d'autres personnalités de la République de Côte d'Ivoire, dont le président de l'Assemblée nationale, le doyen des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, de monsieur Eugène Akaoulé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la République de Côte d'Ivoire, de monsieur Kofi Joacha, président de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire, et nombreuses autres remises qui par la suite ont laissé place à l'allocution du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. À travers cette journée nationale de l'excellence, nous honorons ceux qui incarnent l'abnégation, la persévérance, l'innovation et l'intégrité. Nous voulons que chaque exemple de réussite soit une source d'inspiration pour nos jeunes générations. Que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien réalise que le travail bien fait dans la constance et l'abnégation conduit à des résultats remarquables et durables. Nous devons cultiver en chacun de nos concitoyens le désir d'être le meilleur dans ce qu'il fait. C'est ainsi que nous parviendrons à édifier une société compétitive, une nation capable de se hisser au sommet dans tous les domaines. Les innovations introduites dans la gouvernance du prix, notamment l'ouverture des candidatures en ligne et les tournées d'explication, méritent d'être consolidées afin de permettre à l'ensemble de nos compatriotes, en particulier ceux des villes de l'intérieur et des villages ainsi que ceux de la diaspora, de valoriser pleinement leurs talents. Nous sommes fiers de vous. Je vous encourage à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles en vous appuyant sur vos qualités personnelles, aujourd'hui récompensées. Vous devez toujours avoir le souci de faire mieux pour refléter en toutes circonstances les valeurs d'exemplarité et d'excellence. À la fin de cette cérémonie, un cocktail a été offert à tous. Et c'est alors qu'afin de marquer cette circonstance annuelle, édition 2025, une photo de famille a couronné et marqué la fin de cette cérémonie du prix de l'excellence 2025 en Côte d'Ivoire. L'équipe de CNN Télévision présente au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire en néanmoins arraché quelques impressions de certains lauréats et membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers des actions éco-citoyennes que nous menons au travers de la Côte d'Ivoire et en particulier à Boisflé, tant en interne au niveau de nos employés, au niveau de l'environnement avec des stations d'épuration de dernière génération, mais également des actions que nous menons pour les populations comme des salles de classe écologiques, des actions de tri et de nettoyage de déchets, par exemple au niveau de la gare, le programme Gare Propre que nous avons initié. Et toutes ces actions-là nous ont permis de pouvoir être hissés au haut de l'échelle aujourd'hui et gagner aujourd'hui ce prestigieux prix éco-citoyen. Et toute l'entreprise Solibra, en mon nom, est très heureuse et fière. Un immense plaisir, une très grande fierté en tout cas de recevoir cette distinction en ce jour. C'est une fierté surtout pour toute l'ambassade de Côte d'Ivoire en Algérie qui a son deuxième prix national d'excellence. Parce que quand vous faites des efforts, quand vous travaillez avec le cœur et qu'à la fin c'est reconnu de la sorte, c'est une très grande fierté. Donc je dédie ce prix à toute l'ambassade, à tous les jeunes diplomates. Et je dis merci surtout au président de la République pour cette initiative. Voilà, la quête du diplomate nouveau, de l'Ivoirien nouveau, permet de justement effectuer ce type d'action qui encourage les jeunes travailleurs. Vraiment c'est une satisfaction pour nous et que la République ait reconnu leur mérite et qu'on les ait célébrés aujourd'hui. Félicitations à eux et félicitations donc à ce prix-là qui célèbre l'excellence en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vronon, Marcel Bassolé, Janine Eta. Le jeudi 7 août 2025, à la résidence présidentielle du quartier Oufouette à Bouaké, effectue les derniers ajustements pour la grande célébration des 65 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'ambiance est conviviale.
On revient, on est des commandos. Ce qu'on peut déceler par la vue, ce qu'on peut déceler par l'odorat, ce qu'on peut déceler par lui, c'est ce qui est important. Restez attentif, restez courtois mais ferme, faites votre job. On reste concentré. Il est exactement 10 heures quand le cortège présidentiel quitte la résidence de Bouaké, accueilli chaleureusement par la ville de Bouaké, qui ouvre ses bras pour embrasser son fils et président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. La cérémonie débute sous les signes d'espérance et de fraternité, un moment de communion entre forces armées et population. Ce 7 août 2025, jour du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, un dispositif exceptionnel est mis en place. Le cortège présidentiel s'ébranle dans la ville de Bouaké à une allure presque chorégraphique en direction du boulevard Reine Pokou, site des festivités officielles. Une fois sur place, le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, reçoit les honneurs militaires rendus par plusieurs détachements des armées sous le commandement du général de brigade Ousmane Chérif. Après l'exécution de l'hymne national de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, monte à bord de son véhicule de commandement pour ainsi présenter ses civilités à l'ensemble des invités les plus anonymes aux plus illustres, comme le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et le Premier ministre Amadou Ouriba, représentant le chef de l'État guinéen. Une fois que le président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara, s'est installé dans la tribune officielle, le commandant des troupes s'est présenté à lui pour un moment solennel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les troupes qui vous ont rendu les honneurs sont constituées de la musique de la gendarmerie nationale, la musique des forces armées, la musique de la police nationale, du drapeau de l'État et sa garde, d'une brigade de l'Académie des forces armées, d'un peloton de l'école de gendarmerie d'Abidjan, d'une section de l'école nationale de police, d'un peloton de la gendarmerie mobile, d'une section de l'armée de terre, d'une section de l'armée de l'air, d'une section de la marine nationale, d'une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires, d'une section de la police nationale, d'une section des forces spéciales, d'une section de la garde républicaine. L'ensemble, aux ordres du général de brigade, Chérif Ousmane, chef d'état-major de l'armée militaire, commandant des troupes séjour. Autorisation accordée. Ordre donné, exécution s'ensuit sur les notes de la musique militaire. Le défilé placé sous le thème Forces de défense et de sécurité, gardiennes de l'espérance et de la fraternité. En signe de bonne hospitalité, des unités étrangères ont ouvert le défilé. Des détachements militaires des États-Unis, de France et du Maroc viennent témoigner leur fraternité d'armes à la Côte d'Ivoire. Les troupes nationales, quant à elles, ont débuté par la gendarmerie nationale, suivie des armées, avec une mention spéciale à l'école militaire de Bingerville, qui affiche un taux de réussite de 100% au BEPC et au bac cette année. Vient ensuite la police nationale, les sapeurs-pompiers militaires, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, les affaires maritimes, puis l'administration pénitentiaire. Comme chaque édition, la séquence la plus attendue est celle des forces spéciales.
Les sensations fortes refont surface lors de la parade aérienne, suivie du défilé motorisé, présentant successivement les véhicules de transport de troupes terrestres et maritimes. Chars, drones et équipements de renseignement de dernière génération défilent. L'artillerie des forces spéciales illustre brillamment la montée en puissance des forces armées de Côte d'Ivoire ces dernières années. Le message clé de ce défilé est le renforcement du lien entre l'armée et la nation. Les forces armées de Côte d'Ivoire se sont dotées d'équipements de travaux publics pour réaliser des ouvrages au bénéfice des populations rurales et urbaines. Pour conclure cette parade motorisée d'1 heure, la garde républicaine est passée avec le drapeau, puis le général de brigade Ousmane Chérif a annoncé la fin du défilé au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cette célébration a pleinement répondu à ses promesses. Ainsi parle le Sud avec cette danse guerrière exécutée par ce premier tableau. La danse principale exécutée par le Potchar de l'Est, c'est la danse du Komia. Le Nord parle bas, mais il parle vrai. C'est une terre de mémoire debout, de tradition encore vivante, de sagesse intemporelle, dans une atmosphère de gravité dorée, avec un équilibre des formes et de noblesse silencieuse. Le Potchar numéro 4 est celui de l'Ouest. Il a pour titre Terre des forêts mythiques, de rites et de puissance invisibles. Voici Bouaké qui nous accueille. Chaque Ivoirien bénéficie des fruits de cette embellie économique, dans la paix et la sérénité. Les équipes de reportage de CNN Télévision présentes à Bouaké depuis la veille de ce 65e anniversaire de la fête nationale de Côte d'Ivoire, qui restera à jamais dans les annales, ont recueilli pour vous les impressions de quelques membres du gouvernement et des populations de la ville de Bouaké. Tellement fière de notre président Alassane Ouattara, tellement contente pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, merci beaucoup. Nouveau Bouaké, on avait toi, Monsieur le Président. Ado, soyez forts, on est ensemble. Alassane n'a fait un Bouaké qu'au fait. Bon, moi, c'est ma première fois de voir le président venir à Bouaké. Bon, moi, je suis très émue. Je suis contente. Je l'ai vu, je l'ai salué. Vraiment, Ado, bisous pour toi. En tout cas, c'est un sentiment de joie, d'émotion, de gaieté. Et on attend tout le monde pour faire la fête. Nous sommes là pour faire la fête. L'indépendance à Bouaké. Wallahi, Alassane Koni, voilà, bien on a déplacé une canfère, voilà, Diala Nyefoka Damateme. Vraiment, je suis très content pour ce que le président a fait pour la Côte d'Ivoire. L'indépendance se passe très bien à Bouaké. C'est très chic, on s'amuse bien. Il a remercié le papa Ado d'avoir fait beaucoup de travail pour nous. Merci pour tout ce qu'il fait pour Côte d'Ivoire. On le remercie beaucoup. Ouattara, Tchenyemolete, Nyamo, Nyamodo, Nyamo, Yamanyamodo, Nyani, Bogegaobi Fola, Nyamodo. Je suis fier de l'organisation et je remercie vraiment nos papas Ado qui a pu gérer tout ça là. Vraiment, bien vrai que nous sommes coincés, mais on est fiers et puis on va l'attendre, on va le voir. On est fiers de Ado. Nous
remercions vraiment le papa Amadou Koné et le président papa Ado pour tout ce qu'il fait pour nous. Il assure notre sécurité. Depuis 1964, ils ont fait l'indépendance à Bouaké ici. Nous, il y a beaucoup parmi nous qui n'étaient pas encore nés. Dieu merci, grâce au bon Dieu, grâce au président de la République, nous avons cette occasion de célébrer la fête nationale à Bouaké ici. On est à Bouaké présentement. Vraiment, on est très heureuse, on est contente. La Côte d'Ivoire a 65 ans. La célébration s'est très bien passée. On est tous contents. En tant que fils de Bouaké, c'est la première fois pour nous d'assister à un tel événement qui est la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Notre satisfaction est grande. Le fait que nous soyons conviés à un certain niveau pour prendre part à cet événement si important nous réjouit. La puissance d'un pays se mesure certes à son économie, à son développement socio-économique, mais également par la force de son armée. Et les fêtes nationales sont l'occasion de montrer à la face du monde la puissance que peut représenter l'armée nationale d'un pays. C'est ce à quoi nous venons d'assister, mais la fête nationale c'est aussi une occasion de montrer notre union, notre rassemblement, notre cohésion, et c'est ce que nous venons de voir à travers cette belle fresque qui montre la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. 65 ans d'indépendance, c'est l'indépendance de la maturité, et à la suite du président de la République, nous souhaitons donc la paix, la concorde, la bonne entente et que nous ayons une élection qui projette la Côte d'Ivoire vers des horizons nouveaux, vers des victoires nouvelles. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où nous allons vous présenter, grâce à toute notre équipe de rédaction, l'équipe de CNN et de C-Web Info, nous allons vous présenter notre grand format. Le grand format de ce numéro est consacré au vivre ensemble. Le vivre ensemble en Côte d'Ivoire, entre les filles et les fils de Côte d'Ivoire, entre les filles et les fils qui sont venus d'ailleurs et se sont installés en Côte d'Ivoire, entre les filles et les fils de ceux qui, de manière touristique, viennent visiter la Côte d'Ivoire et montrer quelles sont les prouesses du gouvernement pour apporter le bonheur à ceux qui viennent, à ceux qui s'installent, à ceux qui y vivent, à ceux qui y sont, de ce territoire, de ce pays, de cette terre, du président Félix Houphouët-Boigny et du président Alassane Ouattara. Et ce, grâce aux presses du gouvernement d'un pays, un pays phare de l'Afrique de l'Ouest, présidé par son Excellence Alassane Ouattara. Et dans ce grand format, vous verrez, vous entendrez, plus besoin d'écouter les uns et les autres à travers des réseaux sociaux interposés, ce que pensent véritablement les Ivoiriens dans le vivre ensemble et comment est-ce qu'ils vivent en Côte d'Ivoire. Merci à notre reporter officiel. Le vivre ensemble est une réalité dans la population. Je vais dire oui, parce que d'abord en tant qu'une Ivoirienne, notre père Houphouët-Boigny nous a inculqué le vivre ensemble. Selon notre hymne national, nous sommes un pays d'hospitalité. Et je ressens vraiment l'hospitalité ici en Côte d'Ivoire. Le vivre ensemble, nous le vivons. Parce que l'Ivoirien aime beaucoup les autres. L'Ivoirien aime son prochain. Alors le vivre ensemble est une réalité ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Je peux le dire, en très bonne harmonie avec eux-mêmes. C'est-à-dire l'entraide, l'amour, on peut sentir l'amour en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien aime son frère, l'Ivoirien n'aime pas le mal, l'Ivoirien n'aime pas voir quelqu'un dans la souffrance. Alors nous sommes en parfaite harmonie entre nous-mêmes les Ivoiriens et aussi avec les autres. Nous sommes hospitaliers, nous aimons les étrangers. J'ai vécu un peu partout dans les autres pays, je n'ai pas vu cette hospitalité-là. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. L'Ivoirien est en parfaite harmonie avec lui-même et aussi avec les autres. Le vivre ensemble est vraiment une réalité en Côte d'Ivoire. Parce que sincèrement, les Ivoiriens aiment leur prochain. Et depuis longtemps, l'Ivoirien a eu cette notion de vivre en harmonie et en parfaite harmonie avec les autres. Et il faut dire que cela fait partie de notre leitmotiv. Voilà. Et on nous a inculqué de cette manière. Depuis des lustres, pour nous qui sommes arrivés maintenant,
sincèrement, on a constaté que nous vivons en parfaite harmonie et il y a cette joie vraiment qui règne dans notre pays. Et cela en témoigne, notamment pendant la CAN 2024. Et ça a été une CAN fabuleuse. Et on a senti l'ambiance et ça nous a vraiment renforcé les liens entre les Ivoiriens. Voilà, donc je peux dire de ce fait que le vivre ensemble est vraiment une réalité. Les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Voilà, nous vivons en parfaite harmonie. Il y a, je dirais, cette paix qui existe entre nous. Nous nous aimons et nous nous entraidons. Voilà, malgré certaines situations, nous on s'entraide. Voilà, on s'entraide parce que l'Ivoirien n'aime pas voir son frère dans la souffrance sans lui venir en aide. Voilà, et ça coule même dans notre ADN. Ça coule dans notre ADN. Donc l'Ivoirien, sincèrement, l'Ivoirien aime vivre en parfaite harmonie avec son prochain. Le vivre ensemble, pour moi, je pense que c'est une réalité. Puisque d'où je vis déjà, j'ai des amis d'autres ethnies avec qui nous passons tout le temps ensemble. Nous mangeons, mettons les mains dans le même plat, nous mangeons ensemble, nous discutons de tout et de rien. Donc je pense que le vivre ensemble, c'est une réalité. Je dirais que ce n'est pas la nation qu'on souhaiterait avoir, mais on vit ensemble, je pense que c'est mieux comme ça. C'est au jour le jour que, bon, voilà, on va essayer d'apprendre à se connaître davantage, que bon, le vivre ensemble sera vraiment total. Sinon, on vit bien quand même. Nous habitons le même pays et nous vivons les mêmes trains quotidiens. Donc on a intérêt vraiment à apprendre à se connaître et puis à vivre ensemble, comme on le dit. Je pense que le vivre ensemble, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. D'après même l'hymne national de notre pays, on est un pays d'hospitalité. On a généralement des étrangers dans notre pays et on a cette facilité à les accueillir, à vivre ensemble aussi. Les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie pour moi. Parce qu'on est dans un pays où il y a des personnes qui n'ont pas certaines prérogatives et les autres les ont. Mais par cette harmonie-là, on a l'opportunité de pouvoir leur donner ces prérogatives-là aussi. Et puis je pense que si je vis par exemple dans une ville à Cocody, quelqu'un vit à Yopougon, on s'entend parfaitement, donc on vit ensemble. C'est une réalité et ça se sent sur tous les aspects de la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous les Ivoiriens, on n'a pas de problème entre nous. Et cela s'est démontré lors de l'organisation de la CAN. Vous avez vu comment est-ce que les choses ont été faites, comment les choses se sont déroulées. C'est pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire, c'est le vivre ensemble. Il n'y en a même pas de problème par rapport à ça. On vit en parfaite harmonie, je peux confirmer ça. Et le seul bébol, c'est que c'est les élections qui nous fatiguent un peu. C'est ça qui montre aux yeux du monde qu'on ne vit pas en parfaite harmonie. Sinon, si tu es sur la terre de la Côte d'Ivoire, tu verras qu'on vit en parfaite harmonie. Il n'y a même pas de difficulté entre nous les Ivoiriens. On se comprend, on se côtoie, on mange ensemble, on parle ensemble, on danse ensemble, on vit ensemble, on cherche même les mêmes goûts ensemble. Donc il n'y a pas d'histoire entre nous. Sincèrement, il n'y a pas d'histoire entre nous. À part la politique qui veut nous diviser, il n'y a pas d'histoire entre nous. Le vivre ensemble est une réalité en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire, on dit, c'est un pays de l'hospitalité. Donc déjà, le vivre ensemble, c'est comme, je peux dire, une seconde nature pour tous. Les Ivoiriens aiment vivre en parfaite harmonie. Chaque ethnie a sa façon, sa culture et tout. On aime découvrir ce que l'autre fait, on aime découvrir ce que l'autre vit. S'il y a par exemple un problème, tout de suite on va voir que l'autre va venir aider l'autre, son prochain. On ne reste pas en marge de ce que l'autre traverse. Voilà. Quelles que soient les habitations, même dans ces faits, les cités, il y a toujours cette unité-là entre nous. Oui, je le dirais, parce qu'en Côte d'Ivoire, on constate qu'il y a plusieurs ethnies qui vivent en parfaite harmonie depuis plusieurs années. Plus de 60 ethnies qui vivent depuis plusieurs années ensemble. Et on l'a prouvé même pendant la CAN, entre nous, on a su le démontrer à plusieurs niveaux. Je dirais que le vivre ensemble en Côte d'Ivoire est une réalité. Parce que tout d'abord, comme il dit, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Donc nous accueillons un peu de tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Et la preuve même est que durant la CAN, malgré les divergences politiques, mais nous sommes tous réunis autour des éléphants pour les soutenir, pour les encourager. Et le résultat a été parfait. Vivre ensemble, oui, est une réalité en Côte d'Ivoire. Voilà, je confirme. Parce que ça fait un bon moment que nous les Ivoiriens, on est tous en harmonie ici. Voilà, c'est-à-dire on ne fait pas de conflit entre nous ici.
on est tout en souriant, voilà, on est un peu, c'est comme si une famille. Donc c'est un peu ça. Je pourrais dire que les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie actuellement parce qu'on a vécu certaines choses. Quand, par exemple, comme ça, la crise, on a vécu beaucoup de choses. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Voilà, il y a plein d'étrangers en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci, les gens boivent ensemble, ils s'amusent. En tout cas, pour moi, les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Le vivre ensemble est une réalité en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on s'aide. Et puis, quand on vit ensemble, on fait les choses hors du pays qu'on ne fait pas là-bas. Et puis, ici, on ne fait pas de la bagarre. Vous avez vu aussi pendant la CAN, on était ensemble, on était unis pour soutenir nos frères qui jouaient. On vit en harmonie. Les Ivoiriens aiment son frère, aiment étranger. Nous sommes hospitaliers et puis notre ligne nationale, mais ça détermine tout. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, un pays de la paix. Ici, c'est la paix. Voilà, on aime l'étranger, on aime nos frères. En Côte d'Ivoire, ici, on peut dire que les étrangers deviennent nombreux que nous-mêmes sommes ici. Parce qu'on aime la paix. Ici, il y a la joie. La Côte d'Ivoire, il y a la paix. Donc, si, moi, c'est ce que je peux dire à nos frères étrangers qui sont là-bas. En Côte d'Ivoire, ici, il y a la paix, il y a la joie. On vit ensemble ici, on est unis. Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme, nous vous donnons simplement rendez-vous au prochain numéro, sans omettre de vous dire de suivre l'information permanente sur cnntv.ci. Cliquez même quand vous êtes dans le métro, sur votre téléphone, votre laptop, tous vos instruments, pour ne pas dire vos appareils mobiles. www.cnntv, vous avez l'information permanente toutes les 30 minutes et la télévision en direct. Et si vous voulez l'information vraie en permanence et en continu 24 heures sur 24, vous allez sur www.cwebinfo.ci. Vous avez une chaîne, une des premières en Afrique, qui vous donne l'information africaine 24 heures sur 24, sans interruption. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis Constieka. Au revoir.